Et donc, on va démarrer par Benjamin. Je laisse vous présenter. Oui, bonjour, Benjamin Stélian. Je suis cadre chez Palia depuis 6 ans et j'ai repris, enfin j'ai créé depuis un an la partie, un service data chez Palia. Voilà, donc depuis plus d'un an et donc je suis en charge de toute la partie data engineering, enfin stockage de données et puis toute la partie data analyse. Super, merci Benjamin. Olivier? Oui, bonjour à tous. Olivier Ferrand, je suis directeur avant-vente chez Digdash et aussi un expert technique et fonctionnel sur le produit. Très bien. Alain? Oui, bonjour. Donc, je suis consultant data, c'est un senior chez A56 depuis 2006. Et donc, j'accompagne nos clients en fait sur des projets de data viz avec Digdash. Et j'ai une attention particulière sur tout ce qui a trait en fait à l'ergonomie, donc le design, et donc avec un souci qui est l'efficacité du tableau de bord. Donc, au-delà du beau, donc il faut être efficace. Et donc, Super. Merci messieurs. Je vais également me présenter rapidement. Alexandre Bonnard, j'ai la chance d'être le directeur d'A56 à Lyon. Et pour introduire ce webinaire, A56, très rapidement en quelques mots, on accompagne les décideurs dans ce qu'on appelle la réussite de transformation numérique et digitale, en mettant à disposition des expertises à la fois technologiques et métiers. On a une approche très métier auprès de nos clients pour pouvoir les accompagner et mettre en place la solution la plus juste, à la fois sur une partie, ce qu'on appelle apps, du création de développement d'applicatifs métiers sur mesure pour nos clients, et bien entendu la partie data, qui est forcément corrélée à la partie apps. La data va amener à créer de nouveaux services, et puis des nouveaux services vont développer de la data. Donc tout ça s'imbrique bien, et on accompagne nos clients, qui sont des PME et ETI, dans ces projets informatiques. 95% de notre activité se fait en mode projet. Voilà très rapidement sur la 5-6, je pourrais vous en dire plus, mais c'est pas le but ici. Le but est surtout de pouvoir vous présenter un cas client au travers d'abord au programme une démonstration de Digdash par Olivier, qui va nous montrer toute la puissance de cet outil BI 100% français. Le retour d'expérience, bien entendu, des PALA via Benjamin, et le projet qui a été mis en place avec Digdash et A56. Et puis Alain fera également un focus sur l'approche UX/UI qu'on a eue et la collaboration avec les équipes d'Epalia pour construire des tableaux de bord personnalisés en fonction de besoins clients très précis. Et comme je le disais au départ, pour ceux qui n'étaient pas encore connectés, on aura bien sûr la session de questions-réponses. N'hésitez pas au cours du webinaire de poser vos questions dans le chat. Et encore une fois, on sera fort soit d'y répondre ou le faire à la fin. Pour démarrer, bien entendu, un premier petit sondage très rapide pour soumettre votre vote sur votre expérience dans la création de tableaux de bord BI. Ça permet aussi d'adapter notre discours. Est-ce qu'on va très très fort dans la technique ou pas? Est-ce qu'on reste plutôt macro? Donc voilà, vous pouvez soumettre vos votes. Voilà, quelques secondes pour voter, pour savoir si vous avez l'occasion de faire des tableaux de bord. Créer quelques-uns, mais plutôt en phase d'apprentissage, très à l'aise, où vous êtes un expert et vous savez créer de la visualisation complexe et interactive. Voilà, je vous laisse voter. Et puis, en fonction du vote, on pourra démarrer et avancer sur le webinaire. Très bien. Alors, je regarde très rapidement. On a Olivier, pour toi, je te dis, on a quand même quelques experts en création de tableaux de bord BI, qui est 40% des participants. Après, on a des participants qui n'ont jamais eu l'occasion quand même de créer des tableaux de bord. Et puis ensuite, moitié-moitié sur création ou à l'aise avec les tableaux de bord. Voilà. Donc, on a toute typologie de personnes. Tout le spectre d'utilisateurs. Parfait. Exactement. Olivier, je te laisse du coup la parole pour la présentation de Digdash et la petite démonstration. Merci beaucoup. C'est parti du coup. Hop, on va d'abord, avant d'aller sur une démonstration live du produit, je vais vous parler un tout petit peu de la société qu'est Digdash, aussi le positionnement de l'outil par rapport au marché et à ses concurrents. Donc Digdash est une société qui a été fondée en 2006 avec le bureau au siège social qui est à Aix-en-Provence, où je me trouve actuellement, mais aussi une présence à Paris et à Madrid, notamment pour l'export.
Aujourd'hui, DigDash, ça représente environ 150 000 utilisateurs répartis sur 450 clients et une présence dans 25 pays. On a une croissance annuelle moyenne de plus de 40% de projets par an. Et puis plusieurs années, on est dans le BARC, dans le BI Survey. Alors BARC, c'est un petit peu le Gartner européen, on va le présenter comme ça. Le dernier en date, d'ailleurs, c'est 2023. Faudra que je mette la slide à jour. Mais on a des résultats qui sont quasiment les mêmes. Où on a été leader, notamment dans 16 catégories. On a un taux de satisfaction très important. Après, je vous invite, si vous voulez un peu plus de détails, à le télécharger directement le rapport complet du site de digdash.com. Donc la plateforme DigDash Enterprise, on dit que c'est une application complète pour construire des applications décisionnelles métiers. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? On va faire essentiellement 4 choses avec DigDash au sein du décisionnel. Tout d'abord, ça va être tout ce qui est data préparation. Donc c'est se connecter à toute une multitude de sources de données diverses et variées, pouvoir les agréger, les transformer, les nettoyer s'il y a ce genre de besoin, mais aussi faire du data blending, c'est-à-dire réconcilier de la donnée qui viendrait de systèmes hétérogènes, par exemple. Ensuite, on va faire de la data visualisation, c'est plutôt notre cœur de métier, c'est de restituer cette donnée sous forme de graphiques, de data visualisation avancée qui pourront proposer notamment des interactions après aux utilisateurs métiers qui vont consulter le tableau de bord. Donc on verra un peu en détail les interactions, ça pourrait être naviguer dans des hiérarchies, dans des chemins de navigation, activer des filtrages, voir du détail dans des tableaux en pop-up, changer de page, etc. Ensuite, ça va être la publication. Donc, on va publier avant tout sur du web. Les tableaux de bord se consultent sur un navigateur, très simplement, qu'on soit sur un PC, une tablette ou du mobile, par exemple. Mais on va pas aussi oublier toute la partie plus typée reporting, c'est-à-dire pouvoir émettre, diffuser des documents PowerPoint, PDF, Excel, CSV, HTML, par exemple, si on le souhaite. Et enfin, DigDash va proposer des outils d'analyse avancée. On verra un petit peu tout en fin de démonstration. C'est tout ce qui va tourner justement autour de la donnée en libre service, qui est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les utilisateurs de ce genre de solutions. C'est configurable de façon DigDash, donc aussi bien au niveau de la charte graphique, on va vraiment pouvoir customiser de manière très profonde un tableau de bord pour qu'il réponde à une certaine charte graphique, aux couleurs qui reprennent tous les codes et l'ergonomie de la société, de l'entreprise, de l'organisation. En termes de processus métier, en termes d'interaction aussi, tout sera très configurable. C'est assisté dans une certaine mesure par de l'IA, notamment sur les requêtes en langage naturel depuis très longtemps, la découverte des données et d'autres projets qui arriveront après au cours de 2024 et 2025 qui tournent autour de l'IA aussi. Donc, les types de tableaux de bord qu'on va faire aujourd'hui avec DigDash, alors on va adresser 3 grandes catégories, 3 grands types de tableaux de bord. Le premier, c'est le tableau de bord de pilotage. Alors, c'est un tableau de bord qui est très souvent très agrégé, très synthétique. En principe, on a une page de tableau de bord. On va avoir des indicateurs clés de performance, très agrégés. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment plutôt des tableaux de bord pour du top management, c'est de prendre des décisions rapides et éclairées, mais pas forcément d'analyser, de descendre en profondeur dans la donnée. Ensuite, on a le tableau de bord de communication, qui est le tableau de bord aussi qu'on appelle de partage. L'idée, là, c'est de communiquer de l'information, de la donnée à une population de masse. Donc, c'est pas simplement montrer des graphiques ici et là dans des pages, c'est aussi apporter tout un ensemble d'éléments de contexte pour aider l'utilisateur, qui n'est pas un expert de la donnée, à appréhender et à comprendre la donnée qu'on lui expose dans ces tableaux de bord. Et enfin, le tableau de bord d'exploration opérationnelle, c'est le tableau de bord roi un petit peu, c'est celui qu'on fait le plus et qui va surtout adresser les utilisateurs métiers. C'est le tableau de bord vraiment qui va permettre de naviguer, d'analyser, de filtrer sa donnée de manière très intuitive. Et il est souvent maintenant aussi complété avec des outils qui tournent autour de la donnée en libre service pour les utilisateurs qui veulent aller un peu plus loin en termes d'autonomie, notamment dans la création de leur rapport, d'analyse ad hoc, etc. D'autonomie, notamment dans la création de leur rapport, d'analyse ad hoc, etc. Benjamin, je veux bien que vous coupiez votre micro, j'ai un petit retour d'écho. Benjamin, je veux bien que vous coupiez votre micro. En termes d'utilisateurs, justement, on va adresser 3 grandes catégories d'utilisateurs. D'abord, c'est l'utilisateur métier, bien entendu. On considère qu'il n'a pas de compétences informatiques, il n'est pas habitué à manipuler de la donnée outre mesure. Ceci étant, il va être utilisateur des tableaux de bord opérationnels, dont j'ai parlé juste avant, qui vont lui permettre vraiment, sans avoir besoin d'autres compétences que sa compétence métier, finalement, d'analyser, de filtrer, de faire de l'exploration dans ces données de manière simple. Ensuite, on a l'utilisateur intermédiaire. Donc, nous, on considère que c'est un utilisateur peut-être qui a des compétences informatiques, certes limitées, mais peut-être un peu plus que l'utilisateur métier, où il est habitué à manipuler de la donnée déjà
d'un niveau supérieur, peut-être il sait faire des choses un peu plus avancées dans Excel, peut-être qu'il sait faire des rapports Webi dans BO, ce genre de choses. Donc lui, bien sûr, il va être utilisateur de la partie tableau de bord opérationnel dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est comme l'utilisateur métier, mais on va lui donner entre les mains des outils pour aller au-delà. Et tous ces outils, c'est ce qu'on appelle, nous, dans Digdash, le self-service BI, ou la donnée en libre service en bon français. Donc, ces trois fonctionnalités, principalement, c'est l'analyse ad hoc, la requête en langage naturel et l'assistant de création de tableau de bord. On essaiera de voir en toute fin de démonstration. Et enfin, l'utilisateur avancé, lui, il doit garantir la cohérence de données, il a besoin de productivité, d'industrialiser un certain nombre de choses. Donc, il va être utilisateur, lui, de la partie studio de Digdash, qui va lui permettre de faire tout ce qui est data préparation, data modélisation et élaborer les graphiques, les data viz les plus avancés. C'est pas une partie qu'on va voir sur une démonstration d'une demi-heure, bien entendu, mais c'est bel et bien une partie qui existe forcément aussi dans Digdash. Quelques références très rapidement avant d'aller sur la démo. Je vais pas les commenter plus que ça, mais voilà, c'est pour vous montrer quelques références dans des secteurs bien particuliers. Donc déjà dans les administrations publiques, on travaille avec beaucoup de ministères, avec France Travail notamment, avec le Conseil d'État, avec aussi des conseils des collectivités. On le voit un petit peu en bas à gauche aussi, avec des conseils départementaux, régionaux, notamment, et aussi des grandes villes comme la ville de Paris, de Marseille, qui est pas ici, la métropole de Montpellier, etc. Une présence forte aussi dans le santé, le social, dans l'industrie, avec Valeo notamment, Airbus et le CEA, chez des éditeurs logiciels, dans les milieux des assurances, des services financiers avec KCIS, Erama, la Massif notamment, dans l'agriculture et l'agro avec l'INRAE depuis très longtemps, la SAFER aussi notamment, Véchart, etc. Et dans le commerce logistique, le retail avec Promode, LPR, voilà, et j'en passe quelques-uns. On va, et bien sûr, avec Palia, qui va intervenir juste après moi. Donc, on va faire une démonstration live de la plateforme. On va passer sur mon écran autre. On va partager toute la fenêtre ici. Et je vais faire la démonstration de 2 tableaux de bord. Assez rapidement, on va aller sur un tableau de bord de communication. Alors, j'aime bien montrer ce tableau de bord parce que c'est un double exemple en fait. D'une part, ça montre effectivement qu'est-ce que c'est un tableau de bord de communication de partage. On peut avoir ce genre de besoin effectivement dans les organisations aujourd'hui. Et ça montre aussi un bon exemple d'intégration web. Ici, on est en fait sur le tableau de bord du Covid qui est accessible sur le site de Santé publique France, en l'occurrence. Et donc, un bon exemple d'intégration, c'est pas simplement mettre un tableau de bord dans une page web existante, comme c'est le cas ici. C'est aussi faire en sorte que le tableau de bord, il épouse parfaitement la charte graphique, l'ergonomie, les codes en termes de design du site dans lequel il va être hébergé. Et donc, c'est le travail aussi qui a été fait. C'est au-delà de faire un tableau de bord de communication, on a aussi fait un travail sur tout ce qui va être justement la customisation, le design, pour qu'il se fonde totalement de manière très transparente dans le site de Santé publique France. Et donc, c'est là aussi que Digdash va être intéressant parce qu'il permet de pousser très loin ces aspects-là notamment. Donc ensuite, un tableau de bord de communication, qu'est-ce que c'est finalement? Je disais tout à l'heure, c'est un tableau de bord qui va permettre de communiquer de l'information à une population de masse qui sont monsieur et madame tout le monde, qui sont pas des experts data forcément au métier. Donc, à partir de là, il va bien sûr falloir leur exposer de la donnée, comme ici on commence à en voir un petit peu dans des tuiles, etc. Mais au-delà de ça, il va falloir apporter tout un ensemble d'éléments qui va lui permettre de contextualiser et d'appréhender au mieux la donnée qu'on est en train de lui soumettre. Donc en fait, quand on fait un tableau de bord Digdash, on peut bien sûr mettre des éléments qui sont les data visualisations très classiquement, mais on va pouvoir mettre aussi d'autres éléments, des blocs qui vont nous permettre d'ajouter du texte, des hyperliens pour aller récupérer de l'information supplémentaire, des boutons, des images, des schémas, des vidéos aussi, pourquoi pas. Ici, on n'en a pas mis, mais on pourrait aussi le faire. Finalement, tout ce qu'on sait faire dans un site web, on pourra le mettre sous forme de widget assez facilement quand on construit un tableau de bord pour entourer la donnée. Ce qu'on fait aussi sur la donnée, c'est qu'on utilise beaucoup aussi le champ de description qui va nous permettre de détailler justement quand on passe sur la souris quel est cet indicateur, d'où il vient, de quelle source de données, par exemple, est-ce qu'il y a des règles de gestion, des calculs derrière qui ont été implémentés. Dans ce cas-là, on peut les expliquer aussi à travers de ce champ, de cette infobulle qui va monter lorsqu'on va passer sur les éléments. Ensuite, c'est un tableau de bord assez classique de communication. Donc, dans les tableaux de bord de communication, souvent, on va avoir comme ça un défilement vertical. C'est comme ça, on s'assure finalement que l'utilisateur découpe la donnée avec une certaine chronologie, dans un certain ordre finalement.
qui nous permet voilà d'organiser un petit peu son parcours dans le tableau de bord. Ensuite, je vais commencer à interagir un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le taux d'incidence, par exemple. Je vais cliquer. Donc ici, on a fait une sorte de lien qui va nous emmener, nous propulser. Ah oui, ma session, j'ai expiré depuis tout à l'heure. Effectivement, je l'avais ouvert en avance. Hop, on y retourne. Donc, il va me propulser un petit peu dans la page où j'ai décliné un petit peu le taux d'incidence. Ça veut dire je le vois au travers d'autres axes d'analyse. Ici, je vois comment il évolue dans le temps. Par exemple, je descends, je peux voir comment il se répartit sur le territoire. Je peux remonter ici, par exemple, avec cette petite réglette à une date en particulier pour voir comment il était ce jour-là. Donc, dans les tableaux de bord de communication, on va éviter quand même de mettre trop d'interactions parce que on n'a pas en face forcément des experts du décisionnel. Donc, on va laisser des interactions, mais qui sont très intuitives, très simples à utiliser. Ici, voilà, on voit que quand je bouge la réglette, ça va sur une date en particulier. C'est assez simple à appréhender. On voit ici aussi que quand je vais sur ma carte, j'ai une main qui apparaît, ce qui m'indique qu'il y a une interaction, forcément. Donc, si je clique, ici, en l'occurrence, ça va être la navigation dans la hiérarchie géographique pour descendre dans le détail, voire sur un département particulier. Voilà, si je veux voir les Bouches-du-Rhône. On voit bien entendu ici que dans un tableau de bord, c'est un petit peu l'idée, c'est que tous les éléments sont liés autant que faire se peut. Donc ici, effectivement, lorsque je vais zoomer sur les Bouches-du-Rhône, je veux ici que ma courbe représente le taux d'incidence et le taux de dépistage dans le temps, mais pour les Bouches-du-Rhône en l'occurrence, etc. Et c'est comme ça dans le reste du tableau de bord, tous les éléments qui peuvent se croiser en termes de filtrage, d'interaction, ils vont le faire à chaque fois. Voilà, je vais pas rester trop longtemps sur ce tableau de bord. On va aller sur un tableau de bord un peu plus opérationnel qui est le tableau de bord vente et télécom. On l'appelle, c'est un exemple assez générique de tableau de bord. On va pas s'attacher trop à la donnée derrière, qui sont des données effectivement de vente, de chiffre d'affaires, de marge pour une chaîne d'hypermarché qui fait en parallèle aussi des campagnes de télémarketing, donc qui elles sont mesurées par des coûts de communication, de la durée, de la qualité, etc. Donc en gros un petit peu dans ce tableau de bord, moi en tant qu'utilisateur métier, je vais vouloir voir un petit peu l'incidence de ces campagnes de télémarketing, notamment sur mes indicateurs financiers, de chiffre d'affaires, de marge, mais pas que, aussi de satisfaction client, etc. Donc ici, pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il soit très on va faire une première page. J'ai été déconnecté du son. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on t'entend, Olivier. C'est bon. Ok. Juste un avertissement de la star. Ok, ça va. Donc c'est un tableau de bord il faut qu'il soit quand même ergonomique. Donc très souvent dans les tableaux de bord, même métier, on va faire une première page assez synthétique avec des indicateurs clés de performance, un petit peu dans le plus simple appareil. Et l'idée, ça va être justement après de guider l'utilisateur qui puisse aller dans le détail, dans la profondeur, là où ça l'intéresse. Donc ici, encore une fois, j'ai des indicateurs assez simplement représentés. Ça dit, j'ai quand même mis certains filtres en haut qui commencent à être importants pour moi dès cette première page et qui va me permettre déjà de resserrer un petit peu les taux, le filtrage là où ça m'intéresse. Par exemple, je peux choisir de manière continue ou pas, pourquoi pas des filtres sur les années, voire même ici, puisque j'ai mis aussi le temps sous forme de calendrier, choisir une période, pourquoi pas très précise dans le temps. Voilà, on va prendre du 1er janvier au 1er mars 2024. Ici, je vais pouvoir aussi aller voir ce qui se passe en Europe, pourquoi pas, puis en France, et choisir une région aussi en particulier. Alors là, bien entendu, on voit ce qu'on appelle l'effet entonnoir, c'est-à-dire que les filtres, par défaut, se filtrent eux-mêmes entre eux. Étant donné que j'ai choisi une période de temps et la France juste avant, on me propose que des régions qui sont en France et qui ont au moins une donnée à représenter sur l'intervalle de temps que j'ai choisi. C'est quand même plus logique comme ça, plutôt que d'avoir après des croisements qui ne donneraient aucune valeur, qui ne sont pas forcément intéressants. Je vais retirer mes filtres ici pour l'instant. Et j'ai aussi mis cette boîte que j'appelle la boîte omnichamp, qui permet, plutôt que de mettre des filtres partout dans les pages, des fois on voit des filtres 50, 100 filtres dans les pages, ça peut être dur à gérer pour l'utilisateur. Donc on peut mettre les plus pertinents par exemple, et après le laisser choisir avec cette boîte omnichamp, simplement taper quelques caractères et trouver le filtrage qui m'intéresse et le poser directement comme ceci. Voilà, ça peut permettre de faire une belle économie dans les pages de tableau de bord par exemple. Je vais rester en 2024 aussi parce que c'est cette année qui m'intéresse. Je descends un petit peu et donc là j'ai fait aussi un petit peu comme tout à l'heure une interaction finalement cette huile. Si je clique dessus, elles vont m'emmener dans la page où je décline l'indicateur en particulier. C'est-à-dire ici j'ai cliqué sur le chiffre d'affaires. Cette page-là,
en fait, j'ai représenté le chiffre d'affaires sous forme de différents axes d'analyse, la géographie, le top des produits vendus qui génèrent le plus de CA et comment il évolue mon CA dans le temps. Alors bien sûr, on voit que les fils que j'avais posés sur ma première page, ils sont compatibles, ils ont été propagés sur cette page-là. Je peux bien sûr empêcher ce comportement. Encore une fois, c'est assez logique de le conserver dans la plupart des cas. Ça m'empêche après ici, bien sûr, de retirer mes fils si je souhaite, s'ils ne sont pas intéressants pour moi dans l'analyse. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette page d'intéressant? Déjà une carte qui est assez simple, qui est une carte de type coroclette, mais qui me permet de naviguer comme ça dans ma hiérarchie géographique, qui a été faite automatiquement avec Digdash. Dans les données, il y avait simplement que des régions. Donc Digdash, ça le détecte et crée une hiérarchie qui permet d'aller jusqu'au niveau des continents, par exemple. Donc très intéressant pour utiliser sur une carte ou des graphiques autres, mais surtout sur la carte, c'est là où c'est intéressant pour pouvoir naviguer dans les différents niveaux. J'ai mis une petite interaction aussi ici pour montrer qu'on peut passer sur un tableau de détail si je préfère quelque chose d'un peu plus un peu moins graphique, on va dire, pourquoi pas, pour analyser nos chiffres d'affaires. Et puis il est synchronisé ici avec la même hiérarchie, donc je peux remonter mon chemin hiérarchique et aller explorer d'autres branches, par exemple voir ce qui se passe aux États-Unis et puis repasser de nouveau, pourquoi pas sur la carte si je veux voir un peu plus graphiquement la donnée. Bien entendu, on voit ici que quand je commence à naviguer dans les hiérarchies, etc., bien entendu, ça filtre aussi le reste de mon tableau de bord. Ici, c'est les meilleurs produits qui génèrent le plus de chiffre d'affaires aux États-Unis que je suis en train de consulter. Et ici, l'évolution de mon chiffre d'affaires aux États-Unis aussi dans le temps. Okay. Allons sur quelques autres pages. Alors, je vais pas les commenter forcément, c'est pour vous montrer finalement un petit florilège d'autres pages qu'on a pu faire avec des indicateurs divers et variés, des graphiques divers et variés, même si c'est pas exhaustif, ça montre quelques exemples. Et on va s'arrêter un peu plus dans la page comparaison. Donc cette page comparaison, elle est intéressante à plusieurs titres. Alors premièrement, c'est qu'elle montre les capacités du moteur associatif de Digdash. Alors qu'est-ce que c'est derrière ce terme compliqué? C'est finalement quelque chose d'assez simple. C'est le fait qu'on puisse déjà dans une même page de tableau de bord mélanger des graphiques, des data viz qui se basent sur des modèles tout à fait différents. Donc ça, Digdash ne l'empêche pas, bien entendu, mais il va même aller plus loin. Digdash va détecter et fusionner les champs qui pourraient être en commun entre les deux modèles, ou les 3, ou les 4, ou les 5 modèles. Peu importe, on peut en utiliser une infinité dans la même page. Donc en fait, explication, les 3 graphiques de la partie supérieure se basent sur un fichier Excel, en l'occurrence, qui me ramène tout ce qui a trait à mes coûts de communication par pays, les objectifs, etc. Et le tableau, lui, se base sur un fichier très différent, sur un modèle très différent, qui lui-même se base sur une requête SQL, sur une base de données. Et qui là me ramène toutes les données qui concernent mon chiffre d'affaires, mes marges par pays, par produit, par magasin, etc. Donc 2 modèles qui n'ont rien à voir, qui sont utilisés dans la même page, mais qui ont quand même 2 champs en commun, qui sont la région, ou l'axe géographique, on va dire, et la date. Et donc, Digdash détecte ça et va les fusionner. Donc, dès lors, maintenant, quand je filtre, par exemple, sur une date ou des années, tout le monde va réagir. De la même manière, si ici, je descends en France, par exemple, sur mes régions françaises, le tableau réagit aussi, même s'il se base encore une fois sur un autre modèle, parce que ce champ-là, des régions, est commun entre les 2 modèles. Par contre, si je considère par exemple famille de produits et que je filtre sur la billetterie, on va voir, voilà, bien entendu, il n'y a que le tableau qui réagit parce que lui seul se base sur un modèle qui contient ce champ billetterie, ce champ famille de produits en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est le moteur associatif automatique de Digdash qui va permettre comme ça de mêler finalement et de fusionner des champs entre modèles de données sans avoir besoin de faire des choses compliquées comme de la jointure, de l'union associative ou ce genre de choses qui existent aussi dans Digdash mais qui servent d'autres intérêts. Il n'y a pas besoin de faire ce genre d'opération pour fusionner simplement des champs en commun. On va passer aussi sur un autre élément important de Digdash, c'est que, bien entendu, là, on l'a vu un petit peu tout ce qui est aspect interactif, comment je navigue dans un tableau de bord, comment j'interagis, je filtre la donnée, etc. Mais à un moment donné aussi, l'utilisateur, il va vouloir partager ses trouvailles, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre. Pour ça, il a plusieurs outils à sa disposition. Premièrement, ça va être tout ce qui est exportation. Alors là, gardez à l'esprit, bien entendu, que je suis avec un utilisateur qui a un petit peu tous les droits. Bien sûr, tout ce que je vous montre peut être conditionné à un droit particulier qu'on va donner à l'utilisateur ou pas. Donc ici, à tout moment, ici je navigue un petit peu dans mon graphique, ce niveau m'intéresse par exemple, et je vais pouvoir l'exporter dans un format particulier. Donc ici, je vais en faire un PDF. Donc je me retrouve
effectivement, avec un PDF standalone que je peux partager, envoyer, j'en fais vraiment ce que je veux. Il n'a plus besoin du serveur Digdash, bien entendu, pour fonctionner. Il est totalement standalone. Ensuite, on va pouvoir faire aussi de l'export PowerPoint. Alors, le PowerPoint, c'est souvent plus intéressant parce que on a tous nos outils sur nos machines pour le modifier, en fait, ce PowerPoint. Moi, j'utilise Google Slides, en l'occurrence, ça peut être Microsoft PowerPoint, bien sûr, LibreOffice, OpenOffice, et j'en passe. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que on a vraiment un dessin vectoriel PowerPoint. Ici, je peux, par exemple, le modifier, dissocier mes régions, en prendre une, l'agrandir sans perte de qualité. On voit qu'on n'est pas sur une image JPEG monolithique quelque part, qu'on a collé dans un PowerPoint. On est sur un vrai objet PowerPoint dans lequel on peut dissocier des choses, qu'on peut agrandir sans perte de qualité, diminuer, mettre de la couleur, changer les bordures. Bref, c'est un vrai objet géométrique PowerPoint et donc réglable, modifiable à souhait en l'occurrence. Ensuite, on a effectivement les très classiques export Excel, CSV, etc. Donc, si je fais un export Excel, par exemple, de ma carte, je vais me retrouver avec un fichier effectivement Excel dans lequel il y a mes régions, il y a mes coûts de communication. Je peux continuer à faire mes opérations dans Excel comme bon me semble, si je souhaite mes formules, appliquer des nouvelles formules, ce genre de choses. Voilà, il va fonctionner vraiment comme n'importe quel fichier Excel issu ou fait à la main, issu de n'importe quel logiciel, oui, fait à la main. Ensuite, on va pouvoir faire des exports beaucoup plus complets si on le souhaite. Nous, on passe par ce qu'on appelle la fabrique de documents. Donc, on va rester à ce niveau-là et on va faire un export PowerPoint ici en cliquant sur ce bouton-là. Et donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que moi, j'ai préparé un modèle, ce qu'on appelle un modèle. Alors, encore une fois, il peut être fait en PowerPoint, en PDF, en HTML, etc. C'est le même principe à chaque fois. Donc, ce modèle, en fait, j'ai fait plusieurs slides. On voit d'ailleurs, j'ai récupéré le thème un petit peu des PowerPoint Digdash avec les petites images en filigrane, les logos, les couleurs, etc. Et donc, j'ai préparé plusieurs slides dans lesquels j'ai dit, je veux voir tel graphique à cet endroit, etc. Donc ça se fait avec le studio. Il y a un éditeur qui permet de préparer ça. Et une fois que j'ai fait ça, alors j'ai généré entre-temps le PowerPoint final. Ah oui, vous voyez pas nécessairement parce que je partage pas tout mon écran, mais plutôt une fenêtre. Alors attendez, je vais enlever mon partage et je vais partager plutôt tout mon PC. Ça sera plus simple. Voilà. Donc comme ça, je peux partager mon PowerPoint aussi. Normalement, vous voyez mon PowerPoint résultat que je viens de télécharger, et donc dans lequel ont été injectés les différents graphiques que je voulais voir remplacés. Donc voilà, il a injecté ici la carte, le graphique en courbe pour l'évolution du chiffre d'affaires, etc. Il a même compris. Vous l'avez vu que quand j'ai cliqué sur le bouton ici pour l'exporter dans le tableau de bord, j'étais filtré en France, donc il a bien compris ça et il a injecté ce filtre-là au passage. Donc c'est bien la revue de gestion pour la France que je suis en train de constater, de voir ici. Alors depuis tout à l'heure, ces exports, je les fais de manière manuelle en cliquant sur des boutons à partir de mon tableau de bord. Bien entendu, tout ça peut être aussi programmé pour faire des envois par email, par exemple automatiquement, ou vers des serveurs de documents. On pourrait même aller plus loin. Si on prend l'exemple de l'envoi par email, on pourrait faire de l'alerting si on le souhaite. C'est-à-dire, je pourrais très bien imaginer que cette revue de gestion, je l'envoie tous les premiers lundis du mois à une liste de collaborateurs par email si mon chiffre d'affaires baisse de 20% par rapport au mois précédent. Voilà, comme ça, je peux créer comme ça des conditions vis-à-vis de la donnée, bien sûr, qui se trouve dans les modèles. Et si ces conditions s'avèrent être vraies au moment où j'ai décidé à la fréquence de rafraîchissement de mon document, alors le document partira par email ou vers le serveur de documents, etc. Pour cet exemple. Donc ça, ce sont effectivement les exports dans Digdash. Un autre élément qui va permettre de partager la donnée entre utilisateurs, ce sont les commentaires. Alors les commentaires, ici, je vais rester en France, je vais aller sur mon appareil Samsung Galaxy par exemple et je constate que le budget il est un petit peu dans le jaune. Donc ici, je vais rajouter un commentaire et je vais dire tout simplement attention au budget. Voilà, je vais bien écrire. En 2 minutes du coup, Olivier. Pardon ? Je me fais le timekeeper en 2 minutes.
Ouais, je suis à 24 minutes non. J'accélère. J'avais mis le chrono. Et donc voilà, j'ai rajouté ce commentaire. Donc maintenant, si je me déconnecte, par exemple, et je me connecte avec un autre utilisateur, mais qui partage le même tableau de bord, parmi tant d'autres. Voilà. Alors ici, je vois pas de commentaire en particulier. Par contre, si je me mets effectivement dans le même contexte, donc je vais aller notamment en France, et puis je vais filtré sur le Samsung Galaxy, on voit le commentaire de gens qui apparaissent à ce moment-là parce qu'il avait du sens, il avait été lié à ce contexte-là particulier. Je peux faire la démarche inverse aussi, dire que j'affiche tous les commentaires. Je vois gens qui me disent attention budget, je comprends pas vraiment pourquoi. Donc ici, je vais dire appliquer la sélection du commentaire. Et donc, je me replonge, je me remets dans le contexte pour lequel le commentaire avait été prévu. Donc là, effectivement, je vois bien que le budget est un petit peu dans le jaune. Je comprends bien pourquoi Jean avait ajouté ce commentaire. Hop, je me reconnecte justement avec Jean pour continuer un petit peu. Je vais sauter la page simulation. Je vais juste dire un mot sur le Self-Service BI sur 1 minute qui nous reste, qui est aussi maintenant une part importante de l'outil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a développé 3 fonctionnalités qui tournent autour du Self-Service BI. C'est l'analyse ad hoc, c'est ça, la requête en langage naturel et l'assistant de création de tableau de bord. Donc, c'est 3 outils qui permettent à certains utilisateurs, à certains profils d'aller plus loin avec leurs données, sans pour autant les propulser dans des interfaces plus complexes comme le studio, pour lesquelles ils n'ont pas forcément toutes les compétences requises. Donc ici, l'analyse ad hoc, l'idée est de partir d'un tableau. Alors, il peut être croisé, il peut être simple, il peut être arborescent, peu importe. Ça pourrait même être un graphique dans l'absolu. Mais de partir un petit peu d'une feuille quasi blanche et d'avoir à disposition tous les objets qui composent mon modèle de données. Donc, un modèle de données, c'est censé être quelqu'un qui l'a préparé et qui a ajouté toute la métadonnée qui pourrait être intéressante pour l'utilisateur métier au final. Il a peut-être défini des hiérarchies, il a peut-être défini des calculs, il a traduit le nom des champs pour qu'il soit bien explicite et compréhensible pour un utilisateur métier et pas des noms techniques qui viendraient d'une base, etc. Donc l'utilisateur métier, il est exposé à ce modèle de données là, et il a simplement à faire glisser, déposer des éléments pour constituer l'analyse qu'il souhaite faire. Par exemple, ici, moi, je souhaite ventiler par pays mon coût de communication, mais pas forcément par date. Donc, je l'enlève. Par contre, je veux ventiler par mes téléphones aussi. Donc, maintenant, j'ai mes coûts par téléphone et par pays. Je vais vouloir ajouter aussi les durées. Mais mes durées, je vois qu'elles sont sommées par défaut, ce qui m'intéresse pas trop. Donc, je vais changer leur technique d'agression. Je vais dire, je veux plutôt de la moyenne pour mes durées. Par contre, je voudrais sommer tous mes téléphones. Donc, ici, je vais rajouter un total, tout simplement, plutôt à la fin, ce qui va me rajouter une valeur totale à chaque fois pour regrouper tous mes téléphones par pays. Donc avec la somme des coûts, mais la moyenne de la durée, bien entendu, comme je l'ai demandé. Je vais aussi faire un total tout en haut pour savoir où j'en suis un petit peu. Maintenant, cas d'école, je suis en 2024, je veux mes coûts à l'année N-1. De 2 choses une, soit le concepteur de modèle l'a préparé déjà ce calcul, ce qui est le cas, mais on va faire comme si c'était pas le cas, et je vais moi en faire un nouveau. Je vais aller dans mes transformateurs, année -1, sur mes coûts par rapport à la date, je valide, j'ai maintenant mes coûts à l'année -1. Donc si je suis en 2024, ici c'est 2023. Mais si je prends une période particulière, par exemple du 1er janvier au 1er avril 2024, il me compare la même chose à l'année précédente. De là, je pourrais aussi faire facilement une progression entre les coûts de -1 et les coûts en pourcentage, voilà. Donc, si je retourne sur 2024, je sais que j'ai pour l'instant augmenté mes coûts de 1,1% en l'occurrence. Bien entendu, même si c'est du temps réel, rien ne m'empêche de l'exporter dans différents formats, comme on l'a vu juste avant, de sauver différentes vues aussi. On voit sur mes démonstrations précédentes, j'ai sauvegardé différentes vues que j'ai pu faire et je peux simplement y retourner comme ça par un simple clic. Okay. Voilà, je suis bon sur le timing, je pense. J'ai encore plein de choses à dire, bien entendu, sur Digdash, mais voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là pour le coup et laisser place du coup au reste de la présentation. Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser des questions s'il y en a. Oui, n'hésitez pas Avec à poser plaisir. des questions. Merci beaucoup, Olivier. Je sais à quel point c'est compliqué de faire la démonstration de Digdash en 20 minutes ou même en moins de 20 minutes. Donc, merci beaucoup. Et bien sûr, Olivier est à disposition pour faire une présentation plus longue parce que, comme vous voyez, il y a vraiment une profusion d'éléments qu'on peut faire dans Digdash, tant en personnalisation qu'en export. Enfin voilà, Olivier a montré plein de choses, mais il y en a encore le double, triple, voire plus. Donc, si vous souhaitez approfondir, ne pas hésiter. Et maintenant, je vais laisser la parole à Benjamin,
qui s'est présenté tout à l'heure, qui est responsable de la data chez Epalia. Est-ce que Benjamin, vous m'entendez bien? Votre micro est coupé. Voilà. C'est tout. Bonjour. On vous voit pas, Benjamin, c'est Donc, normal. oui, donc on va parler d'Epalia. Donc rapidement, Epalia, on est un expert français du réemploi de palettes. Donc on intervient sur le circuit des supports de manutention. On est donc un des leaders français. On a une quarantaine de sites répartis sur toute la France. On a à peu près un flux de 16 millions de palettes par an, donc qui représente quand même quelque chose à peu près d'important. Pourcentage non négligeable du nombre de palettes présentes en France. On est un acteur de l'économie circulaire. On a une gamme de métiers assez large, parce qu'on va vraiment de ce qu'on appelle l'achat-vente, où c'est le métier de base, on va dire, sur de la palette. On va racheter de la palette à des industriels ou du retail, voilà, et on va le revendre à des industriels ou à des logisticiens. Et on a aussi développé toute une gamme de produits, par contre, sur ce qu'on appelle de la gestion de parc, donc sur des formats plutôt non standards, où on va gérer pour le compte de tiers un parc de palettes. Donc la suite de la présentation va plutôt parler de cette activité-là, parce que c'est aussi une activité qu'on a développée aussi en lien justement avec un certain nombre de produits, avec l'évolution du digital. Un certain nombre de produits informatiques. Donc on a récupéré de la donnée. Donc voilà, on travaille cette donnée et on peut la restituer à nos clients. Hop. Donc voilà, comme je dis, l'entreprise à peu près a une quarantaine d'années. Et donc le réemploi, c'est comme vous pouvez le lire, c'est toute opération sur laquelle un produit, donc une palette n'est pas un déchet. On réutilise et donc on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Là rapidement, je vous présente la carte de nos sites. Donc vous voyez qu'on est sur toute la France. On est présent sur certains de nos grands clients et nous sommes basés en siège social à Lyon. Donc, quelques chiffres clés après pour vous donner un peu des idées de la taille d'Epalia. Donc à peu près 70 à 80 millions de chiffre d'affaires par an, à peu près 400 collaborateurs, donc 16 millions de palettes par an, donc 10 000 points de collecte et de relocalisation en France, et un certain nombre d'opérations de transport, une cinquantaine d'ateliers mobiles qui permettent de nous déplacer chez les clients. Et donc on a la fierté d'avoir une des offres de services et de gamme de produits la plus large du marché. Donc ça, c'est un schéma relativement intéressant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux des palettes en réemploi chez Epalia. Donc c'est consultable sur notre site internet. Il y a une petite vidéo qui pourra vous présenter ça de manière un peu plus précise. Donc on a filtré ou suivi l'ensemble des flux des palettes, donc qui partent soit de nos fournisseurs, qui vont chez des industriels, donc, qui sont principalement nos clients. Les palettes partent chez leurs distributeurs ou elles peuvent même repartir sur des chantiers. Et donc nous, Epalia, on se charge de rapatrier toutes ces palettes sur nos sites. On les trie, on les répare et après on les remet à disposition de nos fournisseurs directement dans leurs usines. Il y a un enjeu relativement important quand on est en gestion de parc, c'est que si on fait mal notre travail, on peut mettre une usine à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de palettes. Donc on est quand même sur, sachant que 95% de ce que vous pouvez trouver dans un supermarché passe sur un support de manutention. On est même sur plus de 80% sur tout ce qui est fourniture de BTP. On est quand même un nœud ou un élément clé en fait de tout ce qui est gestion de production, chaîne logistique.
Donc voilà, alors ce que vous voyez après, les petits points rouges, en fait, c'est là où notre solution qui s'appelle ePalette intervient. Donc c'est tous les endroits en fait où nous on collecte de la donnée. Ça veut dire que nos distributeurs, les chantiers, gestionnaires de déchets, les prestataires logistiques ont la possibilité de déclarer sur leur site les quantités de palettes qu'ils possèdent. Et donc nous, on est capable aussi d'enclencher des systèmes de collecte et de tout notre flux vertueux de remise remise en état des palettes et de remise à disposition à nos clients. Et ce cercle vertueux, donc juste Benjamin, qui nous disait qu'il est vertueux aussi pour la planète, il est bon pour la planète. Et dans le tableau de bord qu'on a mis en place, justement, en fait, on restitue en fait les économies de CO2 induites par le processus, le service quelque part, en fait, que vous proposez à vos Tout à fait, on économise, on augmente même la durée de vie, grandement même la durée de vie des palettes, parce qu'on peut passer de 5-6 rotations à peut-être même plus une dizaine, voire une quinzaine, voire même plus de rotations. C'est de l'entretien. Alors après, bien sûr, il y a toujours de la réparation à faire. Changement de planche, de plot, de chevron. Mais voilà, on augmente aussi la durée de vie. Et même en termes financiers, nos clients s'y retrouvent. Hop. Donc voilà, alors après l'enjeu, donc nous on est passé récemment sous Digdash, ça fait un peu plus d'un an. Suite à un changement de BI, notre ancienne solution était plus maintenue par l'éditeur. On avait un certain nombre de problèmes de lenteur et en fait on a décidé un peu de faire table rase du passé. Donc de repasser sur une nouvelle solution et de tout reconstruire. Donc voilà, donc dans cet état d'esprit, la première brique qui a été décidée, c'est de construire en fait un reporting que l'on fournissait à nos clients. En fait, en gestion de parc, on a une quinzaine de gros clients, principalement dans la fourniture BTP. Donc la démarche qui a été utilisée suite après à l'adoption de la solution Digdash, c'était de co-construire avec nos clients. C'est-à-dire qu'on a fait une série d'ateliers, on a contacté nos 4 plus gros clients, on leur a demandé, on change de solution, on va vous proposer un nouveau reporting, mais on voudrait le construire avec vous. Parce qu'en fait on avait des signaux faibles qui remontaient sur non mais votre reporting il est très long. On est obligé d'aller sur des pages différentes et on est obligé de faire des exports Excel pour nous réagréger notre donnée pour faire des tableaux qu'on utilise. Donc voilà, on est parti, on a fait la démarche de dire ok, on va construire avec vous. On a fait des ateliers avec nos deux principaux clients, donc ateliers séparés, et on s'est aperçu finalement que les besoins de restitution de la donnée étaient équivalents. Donc en fait, on a retiré de ces interviews, de ces ateliers, 3 profils. Un profil qu'on va appeler service client, un profil directeur d'usine et un profil de gestionnaire de contrat. Et donc on a construit 3 pages de reporting pour chacun de ces différents profils. Et donc ça nous a aussi permis de servir de test. Donc voilà, la volonté aussi, c'était vu que c'est pour du client externe, un public externe, on voulait aussi passer à un palier supérieur en termes d'interface. Et voilà aussi, c'est pour ça aussi qu'on a sollicité A56 pour travailler avec nous. Donc ils sont intervenus après les ateliers sur la réalisation du maquettage et après la construction du reporting. Du coup, Alain, tu peux peut-être... Justement, oui, donc, pour faire le lien avec ce que tu disais. Donc, il faut juste couper votre micro, Benjamin. Oui, je coupe. Ouais. Je me souviens du premier échange qu'on a eu ensemble, donc Benjamin, et donc avec Stéphane, le DSI donc d'Epalia. Et vous me disiez que vous aviez 2 enjeux clés. À la fois, donc tu l'évoquais, donc l'aspect design en fait du tableau de bord, parce que c'est un outil, un service que vous mettez entre les mains en fait de vos clients. Donc, il était vraiment important que cet outil en fait soit vraiment ergonomique, donc vraiment simple à utiliser.
Et aussi, vous aviez un enjeu, en fait, vous, donc, et Palia, en fait, d'autonomie, hein, donc, pour être en mesure, en capacité, en fait, de prendre en main, en fait, de faire évoluer la solution, donc, le tableau de bord, donc, une première fois, donc, au-delà de cette première réalisation, parce que certains de vos clients vont être amenés, c'est sûr, en fait, à vous demander, en fait, des éléments qui sont spécifiques. Donc, ce qui intéresse un client n'est pas nécessairement, en fait, à mettre, en fait, dans cette solution, donc, standard. Et puis deux, comme tu le disais, donc vous souhaitiez pouvoir en fait réutiliser quelque part le modèle, le template, l'expérience de ce projet pour l'intégrer dans d'autres tableaux de bord, ce que tu as déjà commencé à faire dans le tableau de bord vente. Hein, donc au fil du projet, on a vraiment eu ça donc, en tête. Et donc pour y arriver, en fait, on a eu deux éléments clés, à savoir en fait le fonctionnement de manière donc itérative, donc et puis donc la construction en fait des solutions donc qu'on a pu donc mettre en place. Et donc ça m'amène en fait deux exemples de cette approche. Le tableau de bord, en fait, on l'a construit pas à pas avec vous. Donc dans la première version, on vous a mis à disposition en fait le tableau de bord avec les indicateurs chiffrés simplement pour permettre de contrôler. Donc c'est la première étape, valider que les chiffres donc sont les bons, donc en adéquation avec ce qu'on a dans les logiciels donc sources. Et puis donc également, dans un deuxième temps, en fait, on a donc intégré donc une couche de design, et cette couche de design on l'a aussi donc travaillé donc avec au travers de différents échanges. Et puis le deuxième exemple que j'ai en tête, c'est donc une demande que tu nous as faite donc au-delà du projet sur le tableau de bord vente, puisque donc vous souhaitiez donc intégrer en fait des zones donc encadré qui restitue différents indicateurs avec une petite icône sympa. Et donc ça, voilà, Digdash permet vraiment ça, en fait, de créer donc de nouveaux composants donc, qui n'existent pas donc, de base. Donc on a donc on vous a proposé, donc je t'ai proposé donc présenter en fait une solution pour créer ce composant visuel, donc avec des bords arrondis, une icône, et puis plutôt que de le faire en fait. Qui donner les éléments en fait pour te permettre de déployer en fait ce type de visuel en fait dans la solution. Et avec Digdash, c'est vraiment possible. Et donc c'est aussi l'approche en fait que vous souhaitiez donc et qu'on a adapté sur ce projet, qui vous permet aujourd'hui en fait de créer par vous-même en fait des tableaux de bord complémentaires qui ressemblent donc quelque peu, en tout cas qui réutilisent en fait les éléments qu'on a pu construire au travers de ce premier projet. Donc voilà ce que je voulais dire en fait sur l'approche. Et puis donc je le disais donc voilà un élément clé en fait sur ce projet donc qui était la destination de vos clients. Donc c'est l'ergonomie, le design, donc le UX UI. Donc est vraiment un élément clé. Donc voilà, donc, on a en tête que voilà un tableau de bord en fait il doit contenir donc les bons indicateurs, donc ni plus ni moins, donc faut pas trop en mettre, donc faut mettre vraiment donc, ce qui va aider en fait vos clients en fait à décider. Et puis au bon endroit, hein, parce que l'être humain lit de la gauche vers la droite, du haut vers le bas. Donc voilà, essayer de mettre les éléments donc, en fonction de leur importance de la prise de décision donc, au bon endroit. Donc tout ça, ça nous a amené donc, à une démarche qui est assez classique, mais en cas de temps, où dans un premier temps, donc, on a échangé avec vous en fait sur les besoins donc, en termes d'indicateurs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, les filtres donc, qui sont clés, par exemple les différents cycles, les modèles de palette, et puis aussi la typologie de clients, ce qui a amené effectivement à construire, comme tu l'as dit, donc un tableau de bord en plusieurs pages, qui avec la sécurité en fait Digdash, qui est assez avancée, nous permet de faire en sorte qu'une personne voit une ou plusieurs pages de ce même tableau de bord, donc on peut vraiment partager les éléments. Et donc voilà, au-delà de la phase de maquettage, une prise en compte de vos besoins, donc par les allers-retours, donc assez simple, donc avec notre designer, donc Thomas, on a pu vous proposer en fait une première version en fait de la maquette. Et cette maquette, donc, elle a évolué, donc, assez simplement, donc, au fil du projet, donc, notamment, suite à une présentation qu'on avait faite à l'un de vos clients, un client pilote, voilà, on a pris en compte, en fait, ces retours pour faire évoluer, en fait, le tableau de bord, donc, et puis, voilà, on a aussi, donc, pris en compte et on a ajouté des éléments, donc, d'interaction, comme par exemple, à partir de la vue stock, où on avait une vision mensuelle, on a ajouté un petit bouton qui permet de descendre, donc, faire du forage pour aller voir, donc, la vision date par date. Et dans le tableau de bord, on a aussi fait attention pour penser donc en termes de vocabulaire, de terminologie, donc à adopter en fait des choses qui soient uniques entre les différentes pages du tableau de bord et des mots en fait qui parlent en fait à vos clients. Hein, je pensais donc à la question de est-ce qu'on parle de consigne, de collecte, donc voilà des choses qui sont assez classiques dans le tableau de bord. Hein, il faut que le tableau de bord soit compréhensible. Donc et donc le design, le dictionnaire de données, c'est aussi un élément qui est important dans le tableau de bord. Donc là, Alexandre, tu présentes effectivement donc, la maquette
avant le démarrage du projet qui a été réalisé avec vous en tenant compte en fait des éléments que j'ai évoqués là, donc les filtres, les indicateurs, leur importance. Donc ça, après en termes de design, ça a évolué. Donc après, donc au fil du tableau de bord, mais effectivement, c'était le point de départ de l'histoire. Donc là, oui, on affiche simplement une maquette et en échangeant, bien sûr, avec Kepalia, on ne peut pas vous diffuser les tableaux de bord finaux pour des raisons de confidentialité. Mais c'est bien de cette maquette-là qui a été échangée avec les clients qui a permis de construire la suite pour au final, Benjamin, peut-être vous laisser la parole intéressant sur les résultats, ou en tout cas les premiers résultats que vous avez pu voir auprès de votre client. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, tout à fait. Alors en fait, oui, je vais me réinsister sur un point. En fait, c'est que nous, en fait, alors, comme je vous ai dit précédemment, en fait, on a plusieurs de nos clients qui sont en fait concurrents entre eux, qui utilisent la même solution. Donc, il était impossible qu'on puisse faire une erreur d'afficher le tableau de bord du client A sur le client B. Donc nous, la question de sécurité était quand même un enjeu relativement important. On voulait quand même mettre, vous m'excuserez l'expression, mais bretelles et ceinture par rapport au reporting. C'est aussi pour ça qu'on avait consulté à 5.6 pour vraiment avoir un fort retour d'expérience sur toute cette couche sécurité. Parce qu'il y avait des choix à faire après en termes d'ergonomie, de présentation, voilà. Et donc nous, sinon, voilà, le reporting là actuellement a été mis en production sur nos 2 premiers clients. Les retours sont positifs à aujourd'hui. Alors ça fait pas tellement longtemps, mais on a premiers retours qui sont très positifs sur l'utilisation, principalement en termes de gain de temps. Vous voyez en fait la première page qui est ce qu'on appelle la page service client. Qui avant en fait nos utilisateurs devaient vraiment passer par X tableaux pour avoir toutes les données, et donc là cette logique d'indicateurs de départ voilà nous a permis vraiment de leur faire gagner du temps, donc un peu plus de satisfaction en tout cas. Et puis en termes de travail, oui, on a beaucoup fonctionné en aller-retour, en réunion atelier. Et donc voilà, ça a permis vraiment aussi d'adapter à chaque fois le projet à l'évolution, au dernier travail. Ça a permis de reprendre, de revenir un petit peu en arrière et pas de tout reconstruire à chaque fois. Donc non, c'est plutôt un projet qui s'est très bien passé. Merci Benjamin. Je me permets, je coupe votre micro, Benjamin. Il y a juste un petit souci d'écho. Merci beaucoup pour ces résultats. Et donc oui, quand on a préparé le webinaire, on en avait parlé. Donc il y a à la fois la partie impact financier, plus de réactivité pour vos clients. Ils peuvent aller plus vite, de meilleures décisions. On passait quand même de quelques minutes à créer quelque chose à quelques secondes. Donc meilleure décision, meilleure vision, et donc c'est un service supplémentaire que vous octroyez à vos clients via cette solution, et bien entendu la démarche qu'on a eue ensemble pour co-construire et que vous soyez bien entendu autonome par la suite, parce que c'est bien ça l'objectif. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Il reste quelques minutes pour une session de questions-réponses, si vous en avez. Et entre-temps, on met en place un petit sondage, dernier sondage de ce webinaire sur savoir si vous, de votre côté, dans vos entreprises respectives, si vous aviez des projets de BI en cours à venir, si c'en était une priorité ou pas, si c'est plutôt une priorité 2024 ou 2025, voire plus tard. Voilà, savoir un petit peu le timing, comment vous vous situez. Ça peut être intéressant. Avoir votre vision là-dessus, et aussi dans l'intérieur, n'hésitez pas à remonter vos questions, vos remarques aussi. C'est toujours intéressant sur des webinaires d'avoir des remarques des participants, savoir ce qu'ils ont pu apprécier ou moins apprécier, en espérant que la démonstration d'Olivier, le retour d'expérience de Benjamin et l'approche qu'a eu Alain avec les équipes d'Epalia auront pu vous alimenter vos réflexions, alimenter peut-être vos projets, et bien entendu, on reste à votre entière disposition, Benjamin, Alain, Olivier et moi, pour
aller plus dans le détail si besoin. Comme on vous le disait, 1 heure, on le voit, ça reste court. il faut aller vite dans les présentations. Voilà, je vous laisse quelques minutes si vous le souhaitez pour des questions-réponses, si besoin. Olivier, Alain et Benjamin, si vous souhaitez un mot de la fin, n'hésitez pas, hein, dans les 3-4 minutes restantes. Très bien. Ouais, donc aujourd'hui, Benjamin. Non, pour moi, pardon. Ouais. Juste Benjamin, donc l'application, le tableau de bord est entre les mains de vos clients. Est-ce que tu peux donc vous avez présenté en fait le tableau de bord en fait à vos clients. Qu'est-ce qui s'est dit un petit peu justement lors de ce passage de relais donc auprès de vos clients? Quels ont été les retours en fait sur l'ergonomie, sur les différents éléments du tableau de bord donc, Oui, on a fait une première présentation à notre premier client. En fait, on va pas dire qu'on a eu des étoiles dans les yeux, mais c'était un peu ça. C'est que voilà, le retour, c'est qu'on avait vraiment franchi un gap par rapport à l'ancienne solution, qui avait été un peu construite, en millefeuille. C'est-à-dire qu'on avait commencé par un premier tableau, on avait rajouté un tableau suivant, un autre tableau suivant. Alors que là, on a vraiment pensé, on avait vraiment une approche globale. Voilà, c'était on part de votre besoin, on part du besoin métier. On part du métier. Vous client, de quoi avez-vous besoin? Et puis, finalement, on a cette co-construction avec eux. Donc voilà, c'est plutôt du gain, pour eux du gain de temps, des prises de décision plus faciles. Et puis un passage à quelque chose d'un peu plus pro. En termes d'interface et d'utilisation. Avant, pour sortir des éléments, ils étaient sur on doit charger tel rapport qui prend 3 minutes, charger tel autre qui prend 5 minutes. Donc là, ils ont tout sous les yeux en quelques dixièmes de seconde. Et quelle profondeur d'historique à disposition de vos clients? Là, on est sur du 2 ans, il me semble. On est sur 24 mois. On est sur... Vous vouliez dire, Benjamin, pardon? Non, je dis, on est sur une application pour eux qui est très métier. On peut chercher, on va chercher rapidement une information filtrée sur un de leurs clients à eux, ou sur un état de stock, sur des prévisions de collecte, des prévisions de livraison, sur aussi le fonctionnement global de notre contrat, les taux de retour, les taux de satisfaction. Donc voilà, pour l'instant, ça remplit son office et les objectifs qu'on s'est fixés sur ce produit. Super. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous pour votre participation. On arrive à la fin de ce webinaire. J'espère que vous avez pu trouver ce que vous êtes venu chercher, ou en tout cas qu'on a pu vous démontrer à la fois la puissance de l'outil Digdash, l'accompagnement que peut faire A5-6 auprès de clients comme Epalia. Merci beaucoup pour votre participation. Un grand merci à tous les speakers de ce webinaire, même si on avait des tout petits soucis d'écho avec Benjamin. Une excellente journée à tous et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.